Vendredi 14 mars 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva dans les actualités. De ce jour, le logo et le site web du 5e sommet des chefs d'État du gouvernement au niveau de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra à Madagascar au CCI IVAT ont été dévoilés officiellement aujourd'hui auprès du ministère des Affaires étrangères. La présidence de la République, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère concernés sont actuellement en pleine préparation de ce sommet. Les 5 îles de l'océan Indien participeront à ce sommet. Plus de détails avec Natera Koutmaouf et Nzar Khanjiansou. Madagascar accueillera la 5e édition du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la région océan Indien le 24 avril prochain. Sommet qui se tiendra au CCI IVAT. Initialement prévu de se tenir à Nosy-Bé, le sommet aura lieu dans la capitale, compte tenu de la situation météorologique dans le pays, notamment de la saison cyclonique, selon les explications. Les préparatifs ont déjà débuté depuis le mois de janvier dernier, sous la houlette de la présidence de la République et en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et les ministères concernés. Les préparations avancent à grands pas, affirme la directrice de la coopération et du développement de la diaspora. De son côté, la directrice de la communication de la présidence de la République a affirmé que le chef de l'État est pleinement engagé dans les préparatifs car ce sommet sera un tournant majeur pour Madagascar, une occasion pour traiter les sujets liés au changement climatique, aux enjeux des îles face à l'inflation, mais surtout pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et l'indépendance énergétique. Des points qui constituent des défis majeurs pour Madagascar et qui auront un impact sur l'économie du pays. La présentation officielle du logo et du site web du sommet de la COI a eu lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères en présence des représentants des îles de l'océan Indien telles que la Réunion, Maurice, les Seychelles, les Comores. Ce logo caractérisera la 5e édition du COI qui se tient à Madagascar. Par ailleurs, le site internet est la plateforme pour retrouver toutes les informations sur la COI et surtout pour télécharger les documents ou les accréditations pour pouvoir participer à la réunion. La 5e édition de la COI se tiendra à Madagascar et portera sur les enjeux de l'autosuffisance alimentaire et le secteur énergétique. Page fait divers pour continuer. 34 ménages sont sinistrés suite à la rupture d'une digue au niveau de la rivière d'Imambe, en Katkel Ilaf et Saboutznamé. Aujourd'hui, plus de 100 hectares de rizières sont également inondés. Des mesures d'urgence ont été déjà prises face à cette situation. Les détails avec Félan Rakoutoarsoul sur les images de Anzar Razonarville. Les habitants d'Akatkel Ilaf et de Saboutznamé ont eu la surprise de voir leur localité inondée ce vendredi matin. En effet, c'était vers 4 heures du matin qu'une digue s'est rompue du côté de Fukuntan d'Anjanmain, commune d'Akatkel Ilaf. Prise au piège par la montée des eaux, une trentaine de familles habitant près des rizières a dû être évacuées d'urgence à l'aube. Nous ne savions pas que le niveau de l'eau montait, déclarent ses victimes. Après les fortes pluies de ces derniers jours, les eaux de l'Imambe ont débordé, raison de la rupture de la digue, selon les explications. Et d'après les responsables de la commune de Saboutznamé, les sinistrés ont été déplacés provisoirement dans les locaux de l'établissement primaire public de Tsarafar. À noter que cette montée des eaux de l'Imambe atteint 2 communes dans Saboutznamé et Ankatkel Ilaf, où de nombreux Fukuntans se retrouvent sous les eaux. Des travaux d'urgence sont effectués actuellement par le MTP pour réhabiliter la digue, selon les informations. Ensuite, Jude est prévu atterrir entre Tuliara 1 et Anju Kampani cette nuit ou demain à l'aube et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical avec des vents de 120 km/h. D'après Météo Madagascar, de nombreuses régions sont également placées en alerte rouge actuellement. J'essaie de m'écrire. Jude était à 150 km à l'ouest de Tuliar cet après-midi vers 15 h avec des vents moyens estimés à 90 km/h avec des rafales de 125 km/h près de son centre. Il poursuit son trajet vers le sud avec une vitesse de 20 km/h. Jude est prévu atterrir entre Tuliara 1 et Anjoka Ampani cette nuit ou demain à l'aube et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical avec des vents de 120 km/h selon Météo Madagascar.
Des fortes pluies généralisées, dépassant les 80 mm sur 24 heures, sont prévues sur le Grand Sud, pouvant engendrer des inondations, des crues de rivières, des glissements de terre et de routes dans les endroits exposés et vulnérables. Des houles de plus de 5 mètres risquent également de générer des inondations côtières, surtout dans les parages immédiats de la zone d'impact. Anjoui, Anos, Murumbe, Tuliara 1 et 2, Sakara, Betiuka Atim, Benench et Apani sont placés en alerte rouge face à la menace de jute et l'alerte jaune est également en vigueur pour Yurumbe, Anos, Atimu Asnanan, Murundav, Manz, Beruru et Ankazwab. Dans un tout autre sujet, les échanges avec les habitants affectés par le projet de construction de l'autoroute reliant Antananarivo et Tuamas se poursuivent toujours. Le jeudi 14 mars, le ministre des Travaux publics, Rafidson Richard Théodore, a tenu une réunion pour écouter leurs préoccupations et assurer une mise en œuvre concertée à Nosiarive ou à Mboïmangarouf. Les détails avec Radou Ramanazatouf. Les rizières appartenant à quelques foyers sont touchées par la construction de l'autoroute à Anoussiarive ou à Mboïmangarouf. Les concernés ont exprimé leur inquiétude au ministre des Travaux publics, notamment en ce qui concerne leur indemnité d'expropriation. Le dialogue est une priorité pour nous, a déclaré le ministre lors de sa rencontre avec ses habitants. Cette rencontre s'inscrit dans la démarche participative voulue par les autorités pour garantir une réalisation harmonieuse du projet. La réunion s'est tenue en présence du maire de la commune d'Amboïmangarouf et du député Boutarada Fitiri, élu dans ce district. Lors de cette rencontre, les directives ont été données pour accélérer le paiement des indemnités d'expropriation aux concernés. Une annonce accueillie avec satisfaction par ces derniers qui attendaient des mesures concrètes. Avec cette avancée, la construction de l'autoroute peut progresser sans encombre. Et l'exploitation du mica à Madagascar sera désormais soumise aux normes internationales. Mica Craft, cela débutera dans la région d'Anos et sera mise en œuvre en collaboration avec le ministère des Mines, le ministère du Travail et de l'Emploi, ainsi que l'organisation RMI, Responsible Mica Initiative. Un atelier réunissant toutes les parties prenantes s'est tenu aujourd'hui au MBC IVAT. Les détails avec Ruth ou Christelle Rakout-Malal sur les images de Yves Janel. Madagascar est le 4e exportateur mondial de mica, la Chine étant son principal acheteur. Le mica est utilisé dans la fabrication des batteries solaires et d'autres technologies d'énergie verte, ce qui en fait un matériau très recherché actuellement. Dans la région d'Anos, de nombreuses personnes sont impliquées dans son exploitation, mais la majorité d'entre elles ne respectent pas les normes en vigueur. De nombreux enfants continuent également d'être employés dans l'extraction du mica par leurs parents, malgré l'interdiction du travail des mineurs inscrite dans le nouveau code minier. Face à cette situation, la norme Mica Craft a été mise en place pour encadrer et réglementer l'exploitation du mica. Cette norme Mica Craft a été élaborée en 2023 et l'objectif est de la dispatcher dans les 3 autres régions où l'exploitation de mica règne. Et l'ENAM continue de former des cadres compétents pour l'administration publique. Cette dernière peut compter sur des nouvelles compétences. Ainsi, l'École nationale d'administration de Madagascar, ou ENAM, a procédé aujourd'hui à la sortie de la 6e promotion des auditeurs en cycle d'approfondissement baptisé VAN et de la 7e promotion des auditeurs du cycle d'expertise MAAT5. Reportage sur les images de Anzar Razonarville. L'administration publique peut compter sur de nouvelles compétences. L'École nationale d'administration de Madagascar, ou ENAM, a procédé aujourd'hui à la sortie de la 6e promotion des auditeurs en cycle d'approfondissement, baptisé VAN, et de la 7e promotion des auditeurs du cycle d'expertise, MAAT5, en formation continue. La promotion VAN compte 67 nouveaux auditeurs sanctionnés par un diplôme de fin d'études de l'ENAM. Ces derniers sont répartis en 3 sections, 8 auditeurs en administration territoriale, 32 auditeurs en gestion publique et 27 auditeurs en marché public. La sortie de la 7e promotion de la formation continue en cycle expertise a permis à l'ENAM de compter 118 nouveaux auditeurs sanctionnés par un diplôme de hautes études en administration de l'ENAM.
Après avoir décroché le diplôme de fin d'études de l'ENAM, ils vont grossir le rang des cadres de l'administration publique en travaillant dans les institutions et ministères. Les sortants sont issus de différentes spécialités, dont 42 en administration financière, 40 en administration publique, 26 en diplomatie et relations internationales, 10 en TIC dans l'administration publique. Ils ont été recrutés suite à un concours organisé par l'ENAM et ont débuté leur formation en janvier 2024 pour une durée d'1 an et 2 mois. Une formation complète qui va leur permettre de servir le pays dans des postes à responsabilité au sein de l'administration publique. Ces promotions ont choisi respectivement comme marraine la présidente de l'association AFF, Ngouravatmang, et comme parrain le PAN, Toukeli Justin. Ils ont mis en avant la modernisation de l'administration par l'optimisation des politiques de recrutement pour une meilleure adéquation profil-emploi, ainsi que par le renforcement du rôle et des responsabilités des auditeurs nouvellement formés. La ministre de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique, pour sa part, Antcha Razakabon, a insisté sur l'importance de la formation continue pour une administration efficace et efficiente et permettra ainsi de réaliser la politique générale de l'État, notamment la bonne gouvernance. Ensuite, l'efficacité du développement dépend de la maîtrise de l'utilisation des fonds publics, selon la recherche menée par une étudiante ayant suivi une formation à l'ENAM. D'après le directeur général de l'institution, ces recherches peuvent aussi servir à instaurer une vision positive et constructive. Il a exprimé cette idée lors de la sortie officielle des promotions VAN et MAT 5 qui a eu lieu aujourd'hui. Rouzou Christelle Rakout-Malal et Yves Janel nous en disent plus. Une étudiante de la promotion Math 5 de l'ENAM a choisi comme sujet d'étude l'amélioration de la consommation des crédits en matière de dépenses, autrement dit l'optimisation de la gestion des finances publiques afin d'éviter les gaspillages. Lors de sa présentation, elle a expliqué que le développement repose sur une gestion rigoureuse et détaillée des fonds publics. En effet, selon elle, certains responsables ignorent les besoins réels de leurs services, ce qui les empêche de maîtriser efficacement la gestion budgétaire. Le directeur général de l'ENAM, Pascal Piero Rabetaïn, a quant à lui souligné que les recherches menées au sein de l'ENAM peuvent être appliquées efficacement dans les ministères et les différentes entités. Après 2 années de formation, les promotions Math 5 et VAN ont officiellement été diplômées aujourd'hui. Concernant maintenant les actualités internationales, destination Ukraine, quelle suite après la réponse mesurée de Vladimir Poutine à l'accord de cessez-le-feu en Ukraine ce matin, il a adressé un message à Donald Trump et semble vouloir gagner du temps. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi en dénonçant les manipulations de Vladimir Poutine. Reportage signé France 24. Pour arriver à une trêve en Ukraine, le temps semble être devenu une arme dans une guerre des nerfs à distance. L'un, Vladimir Poutine, joue la montre. Nous sommes d'accord, mais il y a des nuances. Pendant que l'autre, Donald Trump, ne veut pas perdre un instant. J'aimerais rencontrer Vladimir Poutine ou lui parler, mais on doit faire ça rapidement. Vous savez, chaque jour des gens meurent. On nous dit que ça avance en Russie, mais ça ne signifie rien tant que nous n'aurons pas leur décision finale. Pour le Kremlin, le calendrier d'une éventuelle rencontre reste à déterminer. Vladimir Poutine aurait transmis à l'émissaire américain un message pour Donald Trump sur sa proposition de trêve. En attendant, les combats continuent. Et surtout, la Russie regagne du terrain dans la région russe de Koursk. Les zones encore aux mains de l'Ukraine s'amenuisent. Si cela continue, Volodymyr Zelensky va perdre un précieux atout dans les négociations. Pour le ministre français des Armées, la difficulté aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine a tout intérêt à faire durer les négociations. La réalité, c'est que la Russie a l'avantage sur le terrain militaire, avec une ligne de front qui est en train d'avancer, de progresser. Ça veut dire qu'à très court terme, le président russe n'a pas un intérêt à ce que la trêve débute trop vite. Le président ukrainien, lui, accuse la Russie de manipulation. Poutine prépare en fait un refus. Bien sûr, il a peur de dire directement au président Trump qu'il veut poursuivre cette guerre, qu'il veut tuer des Ukrainiens. C'est pourquoi, à Moscou, il formule l'idée d'un cessez-le-feu avec des conditions préalables telles que rien ne fonctionnera. Les demandes russes sont toujours les mêmes. Démilitarisation de l'Ukraine,
Annexion définitive des territoires occupés et changement de régime à Kiev. Et plusieurs dizaines de militants pro-palestiniens ont investi le hall de la Trump Tower à New York jeudi. Ils réclament la libération de Mahmoud Khalil. Près de 100 d'entre eux ont été arrêtés et depuis plusieurs jours, Donald Trump met la pression sur les universités américaines. Reportage sur les images de France 24. Menottes au poignet, plusieurs dizaines de manifestants sont escortés en dehors de la Trump Tower à New York avant d'être placés en garde à vue. Quelques minutes plus tôt, un groupe de 200 manifestants pro-palestiniens avait investi l'emblématique building du président américain. Tous demandent la libération de Mahmoud Khalil, l'un des leaders du mouvement de l'université de Columbia, arrêté le week-end dernier et menacé d'expulsion. On est avec lui. Ceux qui se sont rassemblés aujourd'hui, mais aussi tous les étudiants à travers le pays qui manifestent leur solidarité. Nous sommes tous avec lui. Accusé par l'administration Trump d'entretenir des liens avec le Hamas, Mahmoud Khalil, pourtant détenteur d'une carte verte de résident permanent, risque l'expulsion vers la Syrie, pays où il est né de parents palestiniens réfugiés. Depuis plusieurs jours, Donald Trump met la pression sur les universités américaines, à qui il reproche de ne pas lutter assez durement contre les manifestations pro-palestiniennes, expression de l'antisémitisme aux États-Unis selon le président républicain. Pour l'heure, un juge new-yorkais a suspendu la procédure d'expulsion, mais Donald Trump l'assure, il s'agit de la première d'une longue série visant les participants de ces manifestations. Et l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, comparé devant la Cour pénale internationale pour répondre d'accusations de crimes contre l'humanité sous son mandat et au nom de ce qu'il qualifiait de guerre contre la drogue. Des meurtres ont été commis dans le pays, bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres précis. Les ONG de défense des droits de l'homme estiment que les victimes se comptent par dizaines de milliers. France 24. Drapeau philippin en main, ces quelques partisans sont venus afficher leur soutien à l'ancien président, poursuivi par la Cour pénale internationale de La Haye. Rodrigo Duterte, 79 ans, a été remis à la CPI mercredi après avoir été arrêté à Manille. Avant d'atterrir aux Pays-Bas, il s'était montré combatif dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. J'ai dit à la police et à l'armée de faire leur travail et que j'en assumerai la responsabilité. Tout cela est dû à ce qui s'est passé et je n'ai jamais éludé les questions liées aux forces de l'ordre ou à l'armée. J'ai dit que je vous protégerai et que j'assumerai la responsabilité de tout. Il y aura des poursuites judiciaires, mais je continuerai à servir le pays. La CPI accuse Duterte de crimes contre l'humanité dans le cadre de sa guerre contre la drogue qu'il a menée durant son mandat présidentiel de 2016 à 2022. Durant cette période, entre 12 000 et 30 000 personnes ont été tuées par la police lors de violentes opérations de répression du trafic de drogue. L'accusation reproche à Rodrigo Duterte d'avoir mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile des Philippines. En émettant le mandat, les juges ont trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Duterte a commis le crime de meurtre en tant que fondateur, en tant que chef du soi-disant escadron de la mort de la ville de Davao. Les partisans de Rodrigo Duterte estiment qu'il a été kidnappé et dénoncent une persécution. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec Radu Ramananzatouf. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.